s'agissait du cimetière d'une église très éloignée de là. C'était le cimetière Notre-Dame-des-Déchets, on pourrait presque voir, qui est au pied du château. Donc les sépultures, on faisait très là-haut l'office, et on devait traverser toute la ville pour inhumer les gens. Donc c'est sans doute ça, et bien d'autres choses, et notamment la période à laquelle la chapelle a été construite, c'est donc à la fin du XVe siècle, et c'est après une période extrêmement troublée qui avait vu pendant au cours des 2 derniers siècles la guerre de 100 ans et des grandes épidémies, notamment la peste noire. Donc, on peut penser qu'effectivement, son nom, par exemple, vient de cela, puisque c'est la chapelle de tous les saints, qui sont fêtés le 2 novembre, après les morts. Non, c'est plutôt l'inverse. Et d'autre part, le décor qui fait une grosse partie de la beauté de cette chapelle, c'est la danse macabre. Voilà. Donc nous sommes au début, enfin à la fin du XVe siècle. Je ne vais pas faire ça année par année. Donc, cette chapelle, finalement, a eu pas mal de chance, puisqu'elle n'a que très peu été touchée. Simplement, Preuilly a été pris par les protestants qui se sont installés en 1562, au début de la guerre religieuse. Et à cette occasion-là, bon, ils ont fait un certain nombre de choses qui n'étaient pas bien, notamment sur les visages de toutes les représentations des saints, etc. Donc, ils ont bûché les visages de quelques personnages de la danse macabre. En dehors de ça, il ne s'est rien passé, notamment à la Révolution. Et c'est presque des gens qui ont voulu faire bien pour la chapelle qui ont fait le plus mal. Alors ça se passe au XIXe siècle, la chapelle a quand même subi les usures du temps, et il a bien fallu faire quelque chose. Mais ça a été quelque chose de radical. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un enduit sur l'ensemble de l'intérieur de la chapelle. À l'époque, l'art du XVe, surtout l'art gothique, tout son nom d'ailleurs, était considéré comme sans importance. Donc ils ont, de la même manière, piqué l'ensemble des murs, dont la danse macabre. Et puis après, on a mis un enduit qui était joliment couvert de fausses clés en taille. Voilà. Il y a encore quelques traces. Donc, après, plus de danse macabre. Elle était, il y avait quelques personnes qui s'en souvenaient, mais enfin, donc, elle était devenue complètement invisible, elle était tombée dans le vide. Bon, on saute quelques années, pas sur la gauche. Donc, comme vous l'a dit Jean-Paul, donc, en 1905, la chapelle est désacralisée. Dans le même temps, la commune décide de déménager le cimetière. Inutile de dire qu'après la chapelle, on se posait des questions, est-ce qu'on va la garder, comme elle était en mauvais état déjà. Donc la commune, je vais aller vite là parce qu'on en a parlé tout à l'heure, la commune décide d'envisager la démolition et de créer un jardin public. Donc les démarches sont faites dans ce sens, le dossier traîne, la commune s'impatiente, mais un certain Henri, l'héritier de Chesel,
qui s'intéressait beaucoup à au sud de choix, ne veut pas admettre cette destinée de cette chapelle. Donc il va, et là je vais pas revenir parce que c'est la fille, il va donc s'y intéresser fortement. La commune va continuer à s'accrocher à sa demande de démolition, mais donc la chapelle est classée à l'inventaire supplémentaire, donc en 53, comme on l'a dit. Donc on peut espérer quelque chose. Alors le couronnement, ça va être l'effondrement de la façade. La commune qui demande l'annulation de l'inscription et la demande de démolir. Et finalement, donc, M. l'héritier de Ségel, l'héritier de Ségel, achète en 62. Il fait les travaux les plus urgents, parce que c'était vraiment très très mauvais état. Une nouvelle campagne de travaux est ouverte en 70 et donc va permettre de restituer une façade qui n'existait plus. Enfin, sous le contrôle des monuments historiques, etc. Donc, après une pause de 20 ans, la chapelle est rachetée par la commune. Et après une autre pause, parce qu'en fait, il y avait un rachat de la commune envisageant au fait une restauration, mais qui n'a jamais été lancée. Ça, c'était en 2001. Et enfin, là, ça paraît. Et c'est elle qui va être, c'est quelques personnes, moins de 10, largement moins de 10. C'est quelques personnes qui vont appuyer le projet, qui vont plaider auprès de la commune pour qu'on considère plus la chapelle comme un patronyme, et qui vont donc essayer de persuader la commune de l'époque, qui nous a mis un petit peu en main un challenge. Vous trouvez l'argent. Si vous trouvez l'argent, on lance les travaux. Et on a trouvé l'argent. C'était pas forcément facile. Donc, on a été beaucoup aidé, bien sûr, par la DRAC, par la Fondation du patrimoine qui est représentée ici, par la sauvegarde de l'art français, qui n'est peut-être pas représentée, parce que je crois qu'elle ne pouvait pas venir, mais qui nous a vraiment beaucoup aidés. Et puis, par la SAP, c'est-à-dire ses adhérents, les gens qui ont répondu à nos appels, qui font que la SAP n'a pas mis un petit sou à la mis de grosses coupes qui lui avaient été données pour cet usage. Également, le département, je vais représenter ici, et là, M. Bercelli a joué le jeu. On a été suivi par lui et on a pu réaliser la chapelle. Alors pour le reste, il y aura une première tranche qui débutera fin 2017 et qui s'achèvera par un magnifique spectacle en 2018. Je crois que c'était bien 2018. Qui donc représente en introduisant la chapelle, la danse macabre de la chapelle. Donc, ensuite, deuxième tranche, un autre maire qui vient de parler, qui va lancer la dernière tranche, la deuxième et dernière tranche. Donc, tout ça sera détaillé par notre architecte. Il aura fallu 70 ans
de volonté, de dévouement et d'opiniâtreté pour sauver la chapelle de tous les saints et sa danse macabre. C'est grâce à cette organisation collective, et donc à vous tous, que ce beau résultat a pu être obtenu. Et je remercie personnellement, en tant qu'ancien président, tous les gens qui nous ont aidés, et l'enthousiasme de nos équipes d'hier et d'aujourd'hui, qui ont mis tout le paquet, quoi, et qui n'ont jamais renoncé et qui ne renonceront jamais. Un bijou dans un écrin. Donc le bijou, c'est la danse macabre, et ce bijou, il est dans sa boîte à bijoux. Et la boîte à bijoux, elle avait pris pas mal de claques c'était détérioré quand même pas mal avec le temps. Et avant de nettoyer le bijou et avant de le protéger, avec garder cette protection au bijou, il fallait réparer la boîte. Donc c'était pas seulement l'histoire des danses macabres qui en elles-mêmes sont très très particulières, mais c'était aussi l'histoire de cette boîte. Il fallait la faire. Juste pour aller dans le sens de ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est très long et que c'est une machine qu'il faut sans cesse faire bouger, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de décisions à prendre, il y a des conseils municipaux qui doivent se faire avec des personnes qui doivent défendre, je vais parler crûment, le doctorat, pour essayer de convaincre. Il fallait convaincre à la droite, il fallait convaincre au niveau de la ville, au niveau du département, au niveau de l'État, pour essayer de faire naître ce petit projet, ce projet. Et puis il faut surtout faire beaucoup de pédagogie pour expliquer que Pony-sur-Tête pas seulement une abbatiale, mais aussi quelque chose de très très particulier que l'on ne voit pas. On passe à côté de ce soir, la première fois que je suis venu, je me suis dit, ah ben c'est cette chapelle-là. Non, c'est très particulier parce que c'est plus qu'une chapelle, c'est toute une histoire. Ça a été dit avant, il y a plein de choses qui se sont passées là. Donc voilà. Donc cette histoire a commencé en 2014-2015. Ensuite, elle a permis de mettre en place une étude diagnostic préalable pour en fait faire comme chez le médecin de quoi souffre l'édifice, comment on peut le soigner et quelles sont les ordonnances. Et donc ça donne un programme de travaux, ça donne un coût. Et puis là, ça se tous sur la chaîne en disant mais qu'est-ce qu'on va faire, on ne peut pas. Alors on se heurte à la réalité financière et la réalité de chantier, des travaux, se heurte à la réalité financière et on adapte la réalité de travaux. Et c'est là qu'au lieu de restaurer la boîte et le bijou, on va d'abord choisir des urgences. On va découper le programme de travaux de manière logique. Je répare la boîte et ensuite, quand la boîte est réparée, je rentre à l'intérieur. Parce qu'à l'époque, en 2015, dans la première étude de diagnostic, on avait 3 phases de travaux. Enfin, une seule phase de travaux, une seule tranche de travaux, avec 3 phases. Une première phase qui était je répare le château, la couverture à la charpente, qui était très très élevée. J'accompagne ces travaux-là de travaux de maçonnerie, parce que la charpente et la couverture, elle est posée sur 4 murs. Donc il faut que je répare les 4 murs, juste ce qu'il faut, de manière à réparer la charpente et la couverture. Une fois que la boîte est à peu près remise en état, je rentre à l'intérieur, je commence à protéger je commence à me tourner sur les tensions murales, et ensuite je bascule à l'extérieur une fois que l'intérieur est. Ça, c'était le programme initial. La réalité financière a fait qu'on a dû actualiser tout ça et adapter ça à cette réalité. Et donc, on a choisi de faire la charpente et la couverture, puisque c'était
protéger contre les intempéries la chapelle. Il fallait faire le clos et le couvert, ce qu'on appelle le clos et le couvert. Donc le couvert, le clos, les portes et les fenêtres. Avec la particularité ici que la chapelle étant restée très longtemps avec les peintures à l'air libre, puisqu'il n'y avait plus de vitraux, fermer les fenêtres d'un coup, ça allait créer un désordre hydrométrique dans la chapelle qui allait peut-être causer des désordres sur les peintures noires. Donc on a choisi de réparer le couvert sans le clos, tout en protégeant les peintures, puisque dès qu'on commençait à travailler au-dessus, il fallait qu'on protège le dessous. Et donc ça a été la première phase. Donc on avait 4 lots. Je rentrerai dans le détail après, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer les photos. Mais c'est juste pour situer un petit peu, faire une petite synthèse. Donc on avait des lots de charpente et de couverture, puisque la charpente était très abîmée et la couverture également. On avait un lot de maçonnerie pierre de taille pour accompagner les travaux de charpente et de couverture. Et on avait un lot décor qui était chargé de s'occuper de restaurer la voûte, qui elle était en contact avec la charpente, et de protéger les peintures murales de manière à ce qu'on puisse travailler au-dessus. Et ensuite, on a fait une deuxième phase de travaux qui vient de se terminer, avec les travaux de restauration intérieure et extérieure en maçonnerie pierre de taille, les travaux de restauration des décors, enfin des peintures murales, et la fermeture des fenêtres avec la création de vitraux. Ces travaux-là ont été accompagnés de travaux de menuiserie et d'électricité qui ont fini de prendre. Je vais un peu parler, je vais présenter quelques photos, parce que l'idée aussi de ces photos, c'est de vous présenter ces photos, c'est que la mémoire humaine est scannée. On oublie souvent, quand on voit quand c'est fini, on oublie souvent dans quel état c'était. Et ça me permet, moi, de vous expliquer un petit peu ce qui a dû être fait quels gestes ont dû être faits, quelles méthodes ont dû être employées par les compagnons pour arriver au résultat que vous allez voir tout à l'heure. Parce que ce n'est pas simplement je répare la charpente, je pose la couverture et tout va bien, c'est je fais cela en respectant les éléments de charpente, de couverture qui existent et je travaille toujours en conservation. Alors là, dommage, on a un petit reflet. Donc ça, c'est une photo de la chapelle avant le travail. Donc on avait beaucoup de désordre de maçonnerie. Il y avait un désordre de charpente. La charpente, elle reçoit le poids de la couverture et tout ce poids-là repose sur le mur. Si on a un élément de charpente qui est désassemblé ou qui ne joue pas son rôle, et bien le poids de cet ensemble pousse sur le mur. Le mur, s'il est un petit peu dégradé, ben, il se fissure et donc on cumule des désordres les uns après les autres. Donc on avait pas mal de désordres donc, au niveau des contreforts, des pierres de contrefort déjà employées. Un contrefort, c'est là aussi pour répondre à la charge dans cet angle-là. Donc voilà, on avait une boîte qui était abîmée de tous les côtés, dans les angles, dans ces milieux au droit du V, on avait des fissures également dans le V, et on avait cette couverture qui était très abîmée, puisque en charpente, on avait à l'intérieur, on pouvait voir que, c'est dommage, on ne voit pas, désolé. On avait en fait trop de soleil, c'est tout. Des charpentes qui étaient sous écran pour pas que tout s'effondre. Donc on avait l'état de la chapelle en 2017, 2015, 2017. C'était donc on avait un sol qui était pour partie avec des dalles de pierre, des pavés de terre cuite, on avait de la terre, on avait des murs qui étaient comme cela avec les peintures murales qui existaient, des bouts qui tombaient. On avait un hôtel qui avait complètement disparu, il ne restait que l'estrade et l'hôtel avait été cassé. Certaines pierres parties ailleurs, d'autres restaient sur place.
parce qu'il faut préciser que cette chapelle était restée pendant longtemps un entrepôt pour la commune où on stockait des choses. Elle servait quand même à quelque chose. Donc, vous verrez après. Donc là, on a une vue du revers du mur pignon ouest, c'est-à-dire qu'en fait, le fameux mur qui a été évoqué tout à l'heure, qui a été reconstruit, eh ben, on avait un mur en parpaing qui était construit avec 3 autres murs qui étaient en moellon, avec un enduit et des peintures noires. La voûte était très abîmée. Vous aviez des lames qui étaient pourries parce que l'eau était rentrée à travers les tuiles, goûtée toujours sur la même lame. La lame, au bout d'un moment, elle pourrissait et elle tombait. Et donc, en tombant, comme une voûte à lame, c'est une série de lames qui sont posées les unes après les autres, la précédente tient la suivante, qui tient la suivante. Et quand vous en avez une qui tombe, vous avez des pans, vous pouvez avoir des pans entiers de voûte qui tombent. Donc on avait ce dégât-là, ces gros dégâts visibles. Et surtout, ce qui est impressionné quand on rentrait dans la chapelle, c'était cet élément qui avait été mis en place, parce qu'on avait un entrée, cet élément-là d'une ferme. Vous voyez, une ferme, on a un élément horizontal, un élément vertical, puis après on a les arbalétriers qui font le rempart de couverture. Et cet élément-là était complètement pourri et avait été soutenu par des chandelles. Donc on a enlevé la chandelle, la couverture tombait. Ça, je vais passer les textes que j'en ai parlé. Ça, c'est le fameux chantier de la première phase où on travaillait donc en maçonnerie, en charpente, en couverture et en décor. Là, je passe, on pourra y revenir tout à l'heure. Donc, cette première phase de travaux, elle consistait à réparer la charpente, tous les éléments de charpente. Donc les charpentes, vous avez le triangle dont je parlais tout à l'heure, qui est posé sur le mur, et le contact entre le mur et cet élément de charpente se fait par ce qu'on appelle deux éléments de bois qui sont posés sur le mur, qu'on appelle des sablières. Et ces sablières, on a un élément qui est là, vous avez une sablière comme ça, une sablière à l'extérieur, une sablière à l'intérieur. Ça, c'est l'épaisseur du mur. Et ensuite, vous avez un élément de bois qui va recevoir les charges de la charpente. Donc il fallait passer, alors vous aviez des fermes principales, une ici, une là, et ensuite vous aviez ce qu'on appelle des chevrons formant ferme, qui sont posés régulièrement, espacés, sur tout le rampant, de manière à tenir cette couverture. La restauration, elle était en conservation, donc il fallait, on ne démontait pas pour refaire, on démontait les seuls éléments abîmés, on les remplaçait, et on travaillait comme ça. Donc on a conservé la voûte en place, on a fait un calepin préalable de chaque élément de voûte qui pouvait être conservé, de celles qui n'existaient plus qu'il fallait remplacer, et on récupère le bois et taille le bois pour ce manque-là, et ensuite il fait les assemblages, le premier assemblage et le second assemblage. Donc voilà, et une fois que cette charpente a été faite, a été réparée, donc la charpente, c'est la partie du dessus, on a pu faire la couverture. Ensuite, il a fallu s'occuper de la voûte et de la structure, de la charpente structure, de la charpente support de la voûte pour recoller, si je puis dire, refixer les lames manquantes et les harmoniser avec les lames conservées. Alors, dans la petite histoire, on a ce petit clocheton, qui était à l'origine, sur les photos précédentes, il y a tellement de reflets que vous n'avez pas pu voir, on avait simplement, pareil au plus pressé, ils avaient simplement couvert un petit fût et puis une petite flèche. Et on s'est dit que pendant les travaux, on allait restituer un vrai clocheton, avec une petite flèche, et refaire fonctionner la cloche. Donc ça a été aussi un petit travail de charpente.
et un travail de couverture, parce que couvrir un tout petit élément comme ça, il faut découper les ardoises, il y a un petit travail de couvrage. Donc là, on a des photos prises de la fin des travaux de la première phase, où on a justement, on est en train de travailler sur le clocheton, la couverture a été refaite de part et d'autre, et sur le clocheton, on est en train de travailler encore l'échafaudage. Et ça, c'est des détails de charpente au niveau du clocheton. Ça, c'était en charpente et couverture. En maçonnerie, comme je disais tout à l'heure, la boîte elle était tellement abîmée qu'il fallait la recoller. Et donc, on a utilisé des systèmes de tirants. C'est les traits rouges que vous voyez qui sont horizontales. On fore dans la maçonnerie un trou, on met une mèche et on colmate avec un lien. Et ça rend son inertie et sa rigidité au mieux. Et en fait, on fait comme si on faisait une agrafe entre deux éléments. On agrafe les deux côtés de la boîte de manière à ce qu'elle retrouve sa rigidité et puis qu'elle puisse du coup récupérer le poids de la nouvelle charpente, puisque la nouvelle charpente étant réparée, elle va jouer son rôle, elle va appuyer correctement sur les maçonneries. Donc on a des petites photos qu'on ne voit pas vraiment, mais vous avez c'est comme avec votre perceuse, vous faites un trou, vous mettez votre mèche, et puis ensuite on colmate, et la longueur a été calculée de manière à ce qu'on puisse avoir suffisamment de croisement entre les agrafes de manière à rigidifier tout. C'est-à-dire en fait faire comme avec une fermeture éclair, voilà. Ramener tout ça. Voilà. Et en décor, pour le décor dans cette première partie, on ne touchait pas aux peintures murales puisqu'elles faisaient partie de la phase qui nous est terminée, mais il fallait les protéger. Donc pour les protéger, il y a eu ce qu'on appelle des solins et des fascines de fées, c'est-à-dire que, et ça c'est plus Madame Berelovitch qui pourra vous en parler, mais c'est comme une peinture qui se décolle. Il faut recoller la peinture, enfin, tout du moins pour éviter que le petit fragment de peinture tombe, on essaie de le recoller à son support, et simplement pour qu'il reste en place. Et puis, l'écart qu'il y a entre le nez du support et le bout de la peinture qui s'en va, on va faire ce qu'on appelle un solin, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impureté qui rentre dans l'écartement que fait le bout de peinture avec le support. Et ça permet donc de garder le plus possible, de conserver le plus possible les parties peintes, de manière à avoir une lecture générale de l'ensemble et de pouvoir après prendre des décisions lors de la restauration, de savoir ce qu'on met en évidence ou ce qu'on met en retrait. Ça, je laisserai Madame Berelovitch en parler. Donc, du coup, on a fait une structure bois tout autour sur les trois murs qui partait du sol et qui montait jusqu'à hauteur au-dessus des peintures. On a donc réalisé ces fascines. Alors les fascines, c'est du papier qu'on vient coller simplement sur les parties très très abîmées, de manière à ce qu'il y ait une petite protection. Et donc on a fait après une protection complémentaire avec des lithos posés horizontalement et verticalement, et du contreplaqué par-dessus, de manière à ce que les peintures murales puissent respirer quand même, on ne va pas les enfermer complètement et les laisser, parce qu'on avait créé un odeur supplémentaire. Donc on a créé une ventilation, mais on était protégé des éventuelles fuites d'outils, des charpentiers ou du couvert qui étaient dessus, ou des maçons qui tournaient autour. Donc ça, c'est un petit dessin un petit croquis qui a été fait. Vous voyez, on a le sol ici, on a le mur ici, on a fait une structure détachée du mur, on a la peinture noire qui est là. Vous avez un peu de fil vert ici, et puis on avait une protection au cas où ça tombe. On voit encore une petite photo, on voit une croix. En fait, ça, c'est l'épée dont je parlais tout à l'heure, qui tenait en tout sol.
Et donc, nos décors, en plus de la protection des peintures murales, il a restauré la voûte, il a aussi le peint, avec une particularité, c'est que vous avez des éléments de décor qu'on retrouve sur les cadres qui entourent les peintures murales des murs. Donc en fait, c'était vraiment pensé comme, c'est pas seulement les peintures murales et la danse macabre, c'est la chapelle, elle a été réfléchie avec la danse macabre, mais aussi la voûte au-dessus. C'était vraiment un vrai bijou. C'est ça que je donc ça, c'est des petits détails de... Voilà, vous avez ici une photo où vous voyez des éléments de voûte conservés, ici et là, et vous avez des éléments, des lames de voûte qui ont été restituées. Et tout le jeu, après, c'était d'harmoniser la nouvelle pièce de bois avec celle qui existait au début. Et puis après, reprendre les décors, là on voit à la main avec le pinceau, reprendre les décors existants conservés et les compléter, ou les rendre visibles en tout cas, toujours en restant humble, c'est-à-dire ce qui existe avant mon intervention, ça reste, et je peux quand même voir où a été mon intervention, faire bien la différence entre ce qui existait avant et ce qu'on a fait, et avoir quand même une vision globale de l'ensemble. Il y a eu des travaux d'électricité qui ont été faits à ce moment-là aussi. On a passé des fourneaux électriques de manière à plus tard pouvoir éclairer cette voûte. Donc on a laissé en attente des fourreaux et on a laissé en attente des boîtes de dérivation sur lesquelles on peut venir brancher des spots ou tout autre. Là, vous avez une vision je vais avancer un petit peu, de travail sur la voûte. La voûte qui commence à prendre un peu de tournure. Un état de la voûte avant travaux, vous voyez par travers les dégâts en vallée, qu'il a fallu compléter. Tous les trous, c'est des choses qui ont été complétées. Et donc, une fois que ça a été fait, on est reparti dans une chasse en subvention et au sous pour pouvoir essayer de faire la deuxième phase de travaux, qui était la restauration intérieure-extérieure de l'édifice, puisque ma boîte était réparée. Alors, je vais passer là-dessus. Les chiffres, voilà. Alors, on avait des travaux de maçonnerie qui complétaient, qui étaient les enduits extérieurs, la réalisation d'un drain périphérique autour de l'édifice pour collecter les eaux de pluie qui tombaient au sol. Pourquoi un drain? C'est que en fait, le sol il est naturellement humide, et si on coupe toute l'eau de pluie qui tombe dans le sol, on va assécher le sol, et les fondations de l'édifice peuvent en prendre un petit coup. Donc en fait, on enlève le plus gros de l'eau et on l'évacue un peu plus loin, mais on conserve quand même de quoi laisser limite dans le sol, parce que le sol c'est comme une éponge, une éponge qui est toute sèche, elle est toute plate, et puis vous lui remettez de l'eau. Et pour éviter que le sol fasse des noyaux et que la fondation bouge avec les noyaux, et il nous crée encore des fissures, on essaye de réguler le trop plein d'eau qui est en façade, enfin en périphérie de l'édifice. Donc, les travaux de maçonnerie de consolidation ayant été faits, on pouvait se lancer dans la restauration des enduits, la restauration des pierres, des jambages des baies, des claveaux de la baie, tout préparé en fait pour que le maître verrier puisse venir avec son vitrail et poser le vitrail. Parce que le but du jeu, c'était de fermer le clos et le couvert et d'avoir le clos avec des vitrails. Ça, c'était les travaux de maçonnerie. Donc là, on voit quelques détails de la maçonnerie. On a le contrefort ici qui a été repris sur son glacis et sur les pierres hautes. Les pierres basses étant conservées. On a travaillé sur les appuis, sur le remplage de la baie, sur le rondis. Enfin, voilà, toutes les pierres qui étaient abîmées, on les a remplacées ou conservé la partie pierre en bon état et remplacé la partie pierre abîmée. Voilà, là c'est un détail des travaux au niveau du contrefort. Donc là c'est brut, ça vient de l'atelier et c'est posé, donc ça fait un peu
c'est propre, mais après, il y a ce qu'on appelle la patine, où on écoffre un peu les arêtes, on fait les joints, et tout ça fait que la pierre neuve, elle vieillit un peu et elle s'harmonise avec les pierres existantes que l'on conserve. Ça, c'est un détail de schéma de pierre. En jaune, c'est toutes les pierres qui ont été changées. Ça donne une idée un peu du volume de pierre qui a été utilisé sur le chantier. Et en maçonnerie également, il n'y avait pas de la restauration extérieure, il y avait de la restauration intérieure. Et là, on s'est lancé dans la restauration des sols, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que la chapelle, jusqu'à présent, on avait quelques pavés de pierre en fait, au sol et des pavés de terre cuite. Et donc, on avait fait un calepin de restauration de sol. Bon, là, ça vous verrez plus, c'est vraiment, il y a beaucoup de faits. C'est une idée à un instant, on n'a pas, les sols ne sont pas encore faits, mais on a les peintures qui commencent à prendre, à être finies d'être restaurées, les échafaudages ont été enlevés, et on commence à prendre un peu l'idée de l'échelle de l'édifice. C'est une photo là, qui n'est pas là-bas, vous l'avez sur l'ordinateur tout à l'heure. Voilà, encore des photos de l'extérieur. Et évidemment, j'ai cité tout à l'heure les travaux de menuiserie. Les travaux de menuiserie, c'était pour intervenir sur les deux portes, le portail ouest et la porte nord. Cette porte-là, en fait, c'était celle qui donnait sur le cimetière, puisque les obsèques, ce que disait monsieur la porte tout à l'heure, c'est la note tout à l'heure, c'est les obsèques avaient lieu là, puis après le cercueil est passé par là, puis on allait enterrer dans le cimetière. Non, rien du tout désolé, vous verrez mieux là-bas. On en a profité également pour récupérer toutes les pierres de l'ancien hôtel qui étaient par terre. On a essayé de faire un puzzle, et c'est véridique. À un ou deux rendez-vous de chantier, on a tout posé par terre et on a essayé de retrouver quelle pierre allait à côté de l'autre, comme un vrai puzzle. Et puis on a choisi de restituer non pas l'hôtel dans son entièreté, puisqu'il manquait tellement de pierres qu'on ne pouvait pas, mais on a conservé la façade principale de l'hôtel qu'on a installée sur le mur est, sur l'estrade, de manière à ce qu'on ait vraiment une lecture d'être dans une chapelle avec une entrée ouest, un hôtel à l'est, et puis les décors. Des détails de sol de l'estrade qui ont été remplacés. La plupart de l'estrade est en bon état, donc on a simplement nettoyé et on a complété les manques. Au niveau des vitraux, donc on a positionné les vitraux, on a créé les vitraux et on les a mis en place sur les baies. Et donc ça fait l'objet d'un dessin du maître verrier qui a été présenté à la municipalité, qui a été validé, puis après une réalisation de ces vitraux, de ces panneaux, afin de les poser. Et puis on a créé, petit détail, je dirai après, on a créé une petite ventilation. Le vitrail ne touche pas l'appui de la baie, il est un petit peu surélevé. On a un appui plat. Ça crée un petit espace de 1 cm où le vent peut passer. Et avec l'écart que fait la porte principale, enfin que font les portes, avec le sol, on crée une ventilation naturelle, toute simple, de manière à ce que l'humidité soit évaporée, enfin s'évapore rapidement, grâce à cette ventilation naturelle. Donc, l'édifice n'est pas clos complètement, il permet quand même une petite ventilation. Ça, c'est les petits détails de pose de vitraux, mais vous verrez mieux tout à l'heure. Donc, on a un petit filet jaune, du verre simple, transparent, mais avec un petit peu de teinte, pour pas qu'il soit blanc-blanc. Et ça donne quelques petits effets sur le sol et sur certaines parties de peinture aux différentes heures de la nuit. Et alors après, on bascule dans les peintures murales. Je pense que je vais passer la parole à Mme Berelevich.
Simplement dire que la boîte étant faite à l'extérieur, à l'intérieur, on se lance dans la restauration des trucs. Au moment de se lancer dans la restauration, il y a plusieurs étapes, et ça je vais laisser Alain Bélaï vous dire. Il y a je protège, je restaure, et après je dois décider de ce que je mets de ce que je montre et de ce que je peux montrer pour que ce soit compréhensible. Du patrimoine, restauratrice de peinture murale et de chevalet. Et donc, c'est à moi qu'a été attribuée la charge de restaurer ces peintures à l'issue de l'appel d'offres pour la deuxième tranche. Quand on est arrivé donc, dans la chapelle, les peintures étaient dans un état de dégradation assez important. D'abord une mauvaise présentation due à la poussière, aux toiles d'araignée, à l'encrassement, aux différents dépôts, coulures, etc. Et puis surtout des enduits très dégradés. Donc il y avait des grandes lacunes d'enduits. Il y avait des enduits qui se décollaient du mur, donc qui étaient en danger de tomber. D'ailleurs, à certains endroits, c'était déjà tombé. Il y avait, comme on vous l'avait expliqué un petit peu plus tôt, le problème du piquetage des peintures. C'est un piquetage considérable. Il y avait environ 300 trous au mètre carré, qui avait été réalisé au XIXe siècle pour pouvoir assurer la bonne tenue de l'enduit au plâtre qui avait été posé, sur lequel on avait mis un faux appareillage avec des lignes noires. Donc ça, c'était tous les problèmes de conservation. Il y avait aussi des problèmes d'écollement de la peinture elle-même, parce qu'en peinture murale, on a donc le mur, l'enduit et la couche picturale elle-même, c'est-à-dire là, dans ce cas, des pigments mélangés à une détrempe, un liant peut-être de gomme végétale ou peut-être de colle animale. Et ça, c'est une technique qui en fait est assez fragile, à la différence de la fresque véritable, dans laquelle les pigments et l'eau sont vraiment fixés à l'intérieur de l'enduit par une réaction chimique de carbonatation de la chaux. Là, c'est pas ça, c'est vraiment une couche picturale qui est en surface et qui est donc extrêmement fragile. Et donc cette couche picturale se détachait elle-même de son enduit. Donc nous, quand on commence l'intervention, on fait d'abord un constat d'état très précis avec des relevés de l'état des peintures avant notre intervention. Et ensuite, on fait les interventions qui sont de l'ordre de la conservation, de la bonne conservation des peintures. C'est-à-dire d'abord refixer les enduits au mur. Donc ça, on fait ça en injectant des coulis de chaux et en rappliquant, éventuellement en mettant sous étai, c'est-à-dire sous pression, le temps que le coulis prenne et qu'on soit sûr de la bonne tenue de l'enduit au mur. Ensuite, nous avons tout nettoyé, c'est-à-dire dépoussiéré avec soin à l'intérieur de chaque petit trou de piochage. Et retiré, il y avait aussi des badigeons qui avaient été passés en fait sur ces peintures. Je pense que donc le badigeon n'a pas pu être passé avant la pose de l'enduit du 19e, ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire que... Et en plus, ces traces de badigeon se retrouvaient dans les trous de piochage. Ça veut dire que dans la chronologie, les peintures ont été piochées, l'enduit a été posé, et je suppose qu'à un moment donné, il a dû tomber un peu par plaque, et pour mettre un coup propre, ils ont passé un badigeon aux endroits où il n'y avait plus l'enduit 19e. Ensuite, dans l'histoire de ces peintures, quand la Société des Amis du Pays Lauchois s'est intéressée à cette chapelle et s'est aperçue qu'il y avait des peintures murales sous ce badigeon et sous cet enduit 19e parce qu'ils voyaient des fragments de couleur, ils les ont dégagés. Il y a un texte dans les archives qui dit qu'ils les ont dégagés plein de bonne volonté, et c'est aussi ce qui a permis la sauvegarde de cette chapelle. Le problème étant qu'avec une peinture de cette fragilité, le dégagement est extrêmement périlleux. Et donc, je pense,
oui, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est que lors de ce dégagement, la peinture a été un peu usée, abîmée. Voilà. C'est comme ça, je veux dire, ils y sont pour rien dans un sens, puisqu'ils c'était pas des restaurateurs, mais voilà, je pense qu'il y a eu quelques dégâts faits à ce moment-là. Bon. Et ultérieurement, ça, on ne sait pas quand, il y a eu des repeints qui ont été posés sur ces peintures. Des repeints réalisés, alors des repeints, pour nous, pour les spécialistes, ça se voit tout de suite parce que la matière est différente. La matière était une matière beaucoup plus épaisse que la peinture du XVe siècle. Le style était moins nerveux, la peinture du XVe, elle est assez nerveuse dans son style, assez fine. Et les couleurs n'étaient pas les mêmes non plus. La peinture du XVe, elle a un rouge qui est un rouge presque grenat, cerise intense, tandis que là c'était un ocre rouge. Le jaune était plus vert, l'ocre jaune était plus vert, était d'un jaune également moins intense. Bref, pour nous c'était très visible et même parfois ces repeints avaient été passés sur les fragments de badigeon qui restaient. Donc c'était vraiment une preuve incontestable qu'il ne s'agissait pas de peinture originale. Ces repeints étaient, on peut dire, là, épais, débordants, assez largement passés parfois avec des coups de pinceau. Comme les peintures étaient usées, parfois il n'y avait même pas vraiment de forme, hein, c'était des zones un peu comme ça colorées, et ça avait été aussi passé sur toutes les écritures, parce que dans cette peinture murale, des écritures accompagnent les figures représentées, et il s'agit du dialogue en fait entre les vivants et les morts. Et donc ces écritures-là avaient été repeintes également. Dans le cahier des charges, il nous était confié le retrait de ces repeints. J'en parle parce que je pense que pour les gens qui ont vu la peinture avant le retrait de ces repeints, elle pouvait paraître, peut-être on avait l'impression qu'il y avait plus de peinture et que c'était plus coloré. Et donc, pour un œil à qui on n'aura pas, enfin pour quelqu'un à qui on n'aura pas expliqué tout ça, on peut se dire mais c'est bizarre, après la restauration, les peintures sont plus usées, il y a moins de couleurs, elles sont plus pâles. C'est simplement qu'on a enlevé les repeints. Voilà. Et donc ce qu'on voit maintenant, c'est la peinture originale. Donc j'en étais au fait qu'on avait recollé ces enduits et recollé également la couche picturale, les fragments de la couche fine de peinture, donc là avec des adhésifs spéciaux faits pour la peinture, qui ne provoquent pas de brillance, qui sont réversibles, etc. Et ensuite, nous avons pu poser des enduits. D'abord, on pose des enduits qui sont profonds. Les enduits sont réalisés avec de la chaux aérienne et du sable de rivière. Donc, des enduits profonds qu'on met à, je ne sais pas, jusqu'à 1 cm, un demi-centimètre de la surface de la peinture. Et ensuite, venait la réalisation des enduits de finition, qui était très important, parce que cette peinture, en peinture murale, et en peinture de chevalet également, mais la texture, la granulométrie, la couleur de l'enduit de restauration est primordiale. Parce que pour que l'œil ne soit pas gêné par les lacunes, il ne faut pas que ça fasse des gros patchs d'une matière que l'œil percevrait comme différente par rapport à la peinture originale. Donc là, on a fait vraiment beaucoup d'essais pour arriver à un enduit qui soit à la fois en granulométrie, donc en texture, en grain, et en couleur propre de l'enduit original, qui était très lisse et très clair. Donc j'ai essayé différentes charges, ça veut dire des poudres de pierre, j'ai écarté la poudre de marbre parce que ça fait des enduits qui sont trop durs par rapport à ces enduits de calcaire ici qui sont assez lisses finalement. Donc des sables de différentes provenances, tamisés différemment, pour arriver à formuler un enduit dont nous étions contentes, en fait, mon équipe et moi-même, fin, lisse et clair. Donc cet enduit, nous l'avons appliqué dans les grandes lacunes au sein de la peinture et dans une grosse proportion de petits trous de bouchage. Ensuite de ça, une fois que l'enduit était fait, on arrivait vraiment à la partie de restauration la plus esthétique, c'est la réintégration. Pour la retouche des peintures de cette période, nous utilisons de l'aquarelle, une technique donc à l'eau, complètement réversible,
peut l'enlever facilement quand on estime que on ne veut plus voir notre fille, quand on veut la changer pour une raison X ou Y. Et dans les lacunes, peut-être pas les plus petites, mais à partir de cette taille-là, on va dire, on fait des petits traits très fins, juxtaposés, ce qui fait que quand on est à 1 mètre, 1 mètre 50 de la peinture, on ne les voit pas. Quand on se met plus près, on les voit. Ce qui fait qu'on peut distinguer ce qui est la peinture originale de la restauration. Mais par contre, ça ne crée pas de gêne visuelle, ça s'intègre très bien dans l'ensemble. C'est juste pour pouvoir distinguer la restauration du vrai. Et donc là, on a retouché la règle étant qu'on ne s'autorise pas à faire d'invention. On ne retouche que quand on est sûr, à la fois de la couleur et de la forme, pour ne pas créer de faux. Donc, nous avons retouché avec ce principe-là, sans faire de reconstitution, évidemment, puisque à l'époque, on n'avait pas de témoignage sur ce que pouvait être la peinture avant qu'il y ait toutes ces dégradations. Voilà, donc ça, c'était l'étape finale de la restauration. Avec après, nous passons à une petite couche de finition qui est une résine à très très faible pourcentage, qui permet de protéger la peinture contre la poussière, sans créer de brillance, sans créer de film, puisque nous, ce qui nous guide toujours, les restaurateurs, c'est le respect de l'original, le respect du temps qui a passé. On n'a pas envie de recréer quelque chose qui a l'air neuf alors que c'est une peinture qui a 6 siècles. Et le respect des matériaux, bien sûr, donc on n'introduit pas dans ces peintures anciennes de matériaux trop modernes, hein, chaud, sable, pigments et eau, c'est vraiment on se rapproche beaucoup des techniques anciennes, hein, finalement. Et voilà, et également dans l'aspect esthétique, on essaie toujours de rester en retrait pour que notre travail ne se voit pas, en fait. Le meilleur qu'on puisse dire d'une restauration, c'est qu'elle ne se voit pas. L'autre chose dont je voulais vous parler, et qui a été une découverte qui nous a vraiment beaucoup réjouis, c'est qu'en fin de restauration, on a eu la chance de retrouver, grâce aux filles de monsieur de chez elle, des documents très précieux qui sont des diapositives qui avaient été prises dans les années 60 et 70 et qui nous ont donné des indications inestimables sur l'état des peintures, certes dégradées, puisqu'il y avait eu le piochage, il y avait eu le passage du temps, les enduits étaient tombés, donc elles n'étaient pas du tout en très bon état, mais il en restait quand même un petit peu plus que quand nous avons commencé à travailler. Et donc, sur certains personnages, il restait certains personnages qui, 40 ans après, 50 ans après, avaient disparu. Donc ça nous donne une base, en fait, pour pouvoir retoucher un petit peu plus. On ne risque pas de faire d'invention, on ne risque pas de faire d'imagination, ni de faire de faux, puisqu'on a des photos qui nous montrent vraiment le tracé des personnages tels qu'il était. Et j'espère que donc, en 2024, peut-être, enfin, je croise les doigts pour que ça fonctionne, je puisse revenir, moi ou quelqu'un d'autre, parfois je ne sais pas si c'est moi qui aurai de nouveau la chance de venir travailler, mais pouvoir continuer la restauration de ces peintures grâce aux nouveaux éléments qu'on a pu trouver, pour que encore un petit peu plus de ces peintures soient remises en valeur et que surtout le public puisse continuer à en profiter. Voilà, en tout cas, pour moi, ça a été un véritable plaisir d'œuvrer à la redécouverte, la renaissance, enfin la renaissance et la prolongation dans le temps de ces peintures. Et donc, je remercie beaucoup M. Bartel et la mairie de Crozet et la SAP de m'avoir fait confiance et de m'avoir accompagné pendant tout ce chantier. Voilà, merci.